Et si nous repensions notre rapport au tourisme? Si on réfléchit bien, une activité touristique ne peut pas prospérer dans un environnement dégradé. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif. On vous emmène dans un voyage vers un tourisme respectueux de la planète et du vivant pour semer maintenant les graines d'action du tourisme de demain avec des acteurs engagés. Je suis François Huette, pionnier du tourisme positif avec une expérience internationale animée par le développement d'un tourisme vertueux, guidé par le sens et l'expérience en lien avec son territoire. Bonjour à tous, je m'appelle Maxime Blot et j'ai passé l'essentiel de ma carrière à travailler dans des hôtels de luxe. Pendant toutes ces années, j'ai été le témoin d'une scène de théâtre grandeur nature, dans laquelle j'ai vu jouer des centaines de clients du monde entier, mais aussi des hôteliers dotés de compétences d'accueil surprenantes et qui m'ont enseigné tout l'art de ce que l'on appelle l'hospitalité. Maxime fait partie de ces jeunes avec une énergie incroyable. Il a déjà un CV impressionnant, avec une expérience dans les palaces, un TEDx sur le luxe expérientiel, une présence avec des formats originaux sur les réseaux sociaux, bientôt un podcast, et maintenant, il lance Hospitality Insiders. Alors sans attendre, je vous invite à faire une pause dans un lieu confortable pour découvrir Maxime Blot. Bonne écoute. Bonjour Maxime, merci d'avoir accepté l'invitation au podcast Expérientiel, le podcast du tourisme de demain. Et je voulais savoir, comment vas-tu? Ça va très bien, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. François, je suis content et honoré, moi qui te suis depuis tes débuts sur ce podcast. Merci déjà pour le compliment. Et moi, je te remercie aussi pour tout le soutien que tu as pu apporter au podcast. Tu m'as apporté des conseils, etc. Et des conseils qui ont été très précieux. Donc, merci. Tu peux nous expliquer qui tu es et ce que tu fais? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Maxime Blot. Moi, je suis un hôtelier 100%. J'ai effectué l'intégralité de mon parcours dans l'hôtellerie, particulièrement dans le luxe. J'ai notamment eu la chance de travailler principalement à Paris, à l'ouverture du Peninsula, qui est devenu un palace parisien. Donc, j'y ai fait mes armes, j'y ai passé à peu près 5 ans. Donc, belle expérience à la fois humaine et professionnelle. Aujourd'hui, officiellement, je suis chef de réception dans un hôtel 5 étoiles parisien qui s'appelle l'hôtel de Berry. Malheureusement, l'établissement est fermé depuis le 19 mars 2020, l'année dernière. Nous, on n'a pas rouvert pendant l'été puisqu'en fait, on a une activité à 80% composée avec de la clientèle internationale. Donc ça ne valait pas le coup. Et cette année, en parallèle de ça, ça a été l'occasion pour moi de me remettre un petit peu en question et de me questionner dans mes valeurs. Donc en parallèle, j'ai créé mon entreprise de consulting et formation en management hôtelier, très spécialisée sur le haut de gamme et notamment avec une forte présence digitale, puisque je crois que c'est pas juste une mode, mais qu'aujourd'hui on est obligé d'y passer, crise oblige, et que ça va être un peu l'évolution du futur. Et l'objectif derrière tout ça, c'est de partager un maximum de contenu pour permettre aux hôteliers, restaurateurs et travailleurs du tourisme de proposer une expérience d'excellence de service à la fois à leurs clients, mais aussi à leurs collaborateurs. Moi, ce qui me fascine avec toi, c'est justement cette capacité à profiter d'une opportunité pour rebondir. Et t'es vraiment extrêmement créatif. Alors, tu peux nous parler un peu de la boîte du tourisme? C'est tout à fait, c'est une boîte à outils qu'on a créée. Je dis on parce que j'ai fait ça avec Nangui Aturigiri. C'est une amie en fait que j'ai rencontrée au Welcome City Lab, qui est un incubateur hôtelier à Paris. Et elle m'a contacté à la base sur une idée un petit peu folle de post. On a fait un calendrier de l'Avent tout le mois de décembre, chaque jour avec un post sur LinkedIn. Et l'objectif, c'était de mettre en valeur des acteurs du tourisme durable. Soit des professionnels d'entreprise ou des acteurs comme toi, dont on voulait parler et surtout récompenser le travail
via les réseaux. Et en fait, ce calendrier a eu beaucoup de succès et à la fin, on a décidé d'en faire une boîte à outils. Donc, on a rassemblé toutes les ressources qu'on a pu obtenir pendant ces échanges avec des professionnels pour donner quelques conseils et outils aussi bien utiles pour des professionnels qu'à titre personnel quand on veut avoir des actions en lien avec le tourisme durable et ou solidaire. Et donc, cette boîte à outils, on peut la retrouver soit sur LinkedIn avec le hashtag calendrier du tourisme optimiste ou très récemment sur mon site Hospitality Insiders puisque je l'ai refait, j'ai republié la boîte à outils sous un format un peu plus lisible site web. Et de cette expérience, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans les initiatives que tu as pu découvrir? J'ai trouvé passionnant. Je pense que je le savais, mais je me rendais pas compte. J'arrivais pas à mesurer à tel point. Il y a un nombre de personnes, d'acteurs qui se mobilisent, et notamment cette année de crise, pour faire bouger les choses. Et comme ils sont pas forcément extrêmement gros, extrêmement importants sur le marché, c'est difficile de voir toutes leurs actions. Mais il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai adoré, et puis c'est amusant parce que tu les as reçus depuis sur ton podcast. Mélanie Membré de chez Va au Vert. Également Racing for the Oceans avec Mélanie Pesco. Moi, c'était un de mes premiers postes de ce calendrier, puisqu'en fait, ils ont travaillé sur le Best Western Opéra Liège, qu'ils ont transformé en hôtel zéro plastique. Et en tant que hôtelier et en plus parisien, ça m'a beaucoup impacté. C'est vraiment quelque chose qui m'a inspiré. Donc, j'avais tout de suite pris en contact avec le directeur hôtel de l'époque, qui maintenant travaille avec Racing for the Oceans, pour essayer à la fois de mettre en place pourquoi pas une action dans mon hôtel, et en plus pour pouvoir me renseigner et faire une action autour de ce calendrier. Comment le tourisme durable, après avoir rencontré autant de personnes qui sont engagées dedans, comment ça va influencer justement ton activité? Alors aussi bien à l'hôtel que ton activité de conseil et de formation. Très vaste question. Alors tout d'abord dans le luxe, je pense que le tourisme durable, il a parfaitement sa place. Il y a encore ce débat de savoir si luxe et développement durable sont compatibles. Pour moi, c'est parfaitement faisable à partir du moment où on revoit un petit peu notre définition du luxe et qu'on le voit pas comme juste une surconsommation, mais qu'on le redéfinit comme quelque chose qui est tourné autour du service, de l'excellence de service notamment. Et il peut être durable à partir du moment où il s'intègre dans un environnement local et respecte ses ressources, aussi bien ressources humaines que ressources de différentes parties prenantes, ressources de consommation notamment. Donc ça, c'est très brièvement pour la partie hôtel et hôtelier dans le luxe, qui vont devoir se remettre en question s'ils l'ont pas déjà fait pendant cette année-là. Et à titre personnel, dans la partie consulting et formation, moi je n'arrive pas du tout avec l'étiquette expert développement durable, au contraire, mais c'est quelque chose qui non seulement me passionne et qui en plus je pense est absolument incontournable. Donc l'idée, c'est d'aller un petit peu de diffuser des notions de développement durable et inciter toutes les générations surtout les générations à venir d'ailleurs, à intégrer le développement durable à tout ce qu'ils font, que ce soit dans le service, que ce soit dans leur organisation d'entreprise, etc. Il n'y a pas de remède miracle. Je pense que ça, on a fini par le comprendre. Il n'y a pas de recette parfaite. Il y aura toujours un impact à partir du moment où on fait quelque chose, et notamment dans le tourisme, il y a un impact sur notre planète. L'idée, c'est d'essayer de le réduire et que ça soit maîtrisé et en accord avec son environnement. Tu es passionné par le service et l'excellence du service. Oui. Et dernièrement, tu as fait un TED Talk sur ce sujet. Et je voulais savoir comment as-tu vécu cette expérience et qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Alors, j'ai eu la chance en fin d'année dernière, en effet, d'enregistrer un TEDx Talk malgré la crise,
C'est pour ça que je dis la chance. Donc ça s'est passé en studio. Normalement, ce genre de conférence, c'est toujours face à du public. Donc il manquait un petit peu le contact humain. Ça, c'était dommage pour la partie émotion. En tout cas, je peux t'assurer que l'émotion de mon côté et le stress étaient bien au rendez-vous. L'objectif, c'était d'y partager ma vision du luxe expérientiel, notamment, et du métier d'artisan hôtelier. C'est deux notions qui me sont très chères, dont je parle beaucoup dans cette vidéo. À titre personnel, c'est vraiment une formidable expérience de storytelling qui, moi, m'a permis de transmettre de manière forte un message qui me tient à cœur, celui que l'humain est vraiment au cœur de tout, que c'est lui qui fait la différence dans nos métiers de service, et que sans lui, même le plus grand luxe matériel paraîtrait très très fade. Et c'est aussi lui qui permet de transmettre cette fameuse émotion à travers son service. Donc le TEDx, c'était vraiment un magnifique moyen d'incarner ce message, et je dois dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Donc c'est combien de temps de travail, de préparation? À peu près 2 mois, avec particularité que coaching en distanciel. Mais en fait, toute l'équipe de mon université, puisque c'était elle qui organisait ça, nous ont fait des coachings, travail sur l'éloquence notamment, préparation, création d'un discours en storytelling. Et donc moi, c'était déjà des sujets qui m'intéressaient à titre personnel, et là d'avoir pu les mettre en pratique, et ensuite de devoir tout donner en moins de 10 minutes face caméra dans un studio, sans possibilité de répéter, de couper, etc. C'est vraiment tout l'enjeu du direct et tout le stress qu'il est avec. Et j'ai beaucoup appris à ce niveau-là. Et je pense que ça me servira certainement toute ma vie, même dans des échanges en conférence ou autre. J'ai pris quelques outils que j'ai bien intention de garder. Et est-ce que tu t'es découvert des talents? Je dirais pas des talents, mais j'ai développé des qualités, et c'est amusant parce qu'on était plusieurs à faire des conférences sur des sujets très divers et variés. Il y a vraiment eu un avant et un après sur notre capacité à avoir un discours éloquent, à créer une émotion, et puis c'est parfaitement d'accord avec ce que je fais dans mon métier. Mais là, comme je disais, ça donne un outil supplémentaire qui est notamment la voix, le ton qu'on prend, l'élocution, le choix des mots aussi, pour avoir le discours le plus percutant possible et transmettre un message qui marque à la fin, puisque c'est ça qu'on cherche. Quels sont tes prochains projets? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Il y en a beaucoup. Alors, pour l'instant, on vit quand même beaucoup au jour le jour, mais je me concentre sur la création de contenu, principalement pour le développement de mon entreprise. Donc je publie régulièrement des articles autour de sujets divers et variés, hôteliers ou restauration, avec notamment des problématiques management, leadership, productivité. C'est vraiment des sujets qui m'intéressent, et plus globalement business et développement personnel. Et très prochainement, donc j'ai l'intention de réaliser un podcast dans la lignée du tien, j'espère, de sa qualité, et avec comme fil conducteur l'expérience de service notamment. Alors, tu as parlé de management et de leadership. Moi, c'est un sujet qui me passionne, ayant été les deux. Et aujourd'hui, les managers comme les leaders sont dans une situation quand même sous tension, parce qu'ils vivent quelque chose qu'ils n'étaient pas forcément préparés pour. Donc, pourquoi cette problématique t'intéresse autant? Est-ce que c'est une problématique que tu as observée dans l'hôtellerie et tu t'es dit il y a besoin de soutien, d'accompagnement? Oui, absolument. Elle m'intéresse parce que c'est tout le cœur de notre métier. Quand on dit management, quand on dit leadership, on veut dire humain. Donc à partir de ce moment-là, on sait que la clé, en tout cas c'est ce que je crois fermement, la clé est l'humain, et que c'est via lui qu'il faut travailler pour se développer. Moi, j'ai constaté que dans beaucoup des entreprises dans lesquelles j'ai pu travailler au cours des 15 dernières années, il y a déjà une évolution qui est plutôt positive côté management. On a arrêté avec le management autoritaire, parfois tyrannique. On est sur quelque chose de beaucoup plus empathique, où on met en valeur de plus en plus les soft skills en contraste avec les hard skills qui étaient les seuls dont on parlait il y a quelques années. Donc c'est vraiment ces qualités humaines, qualité d'écoute,
être proche des personnes avec lesquelles on travaille, capable de les comprendre, de les accompagner, de créer une relation de confiance. Ça, c'est vraiment des bases qui, je pense, font qu'un manager peut devenir un bon leader et fédérer autour de lui pour emmener des équipes. On n'emmène pas des personnes loin dans une entreprise qui demande tant d'investissement comme un hôtel, on peut les emmener aussi loin que si toutes ces personnes sont pleinement investies dans notre projet, pas juste en leur disant faites-le et en leur donnant des ordres et en les payant au bout du chemin. Ça, c'est très important et je pense que c'est d'autant plus important avec les générations qui sont en train de venir, la génération Z notamment, qui est beaucoup plus en quête de sens que juste que juste en quête d'argent. On manage plus aujourd'hui comme il y a 15 ans et encore moins comme il y a 30 ans. Et on managera encore différemment dans 10 ans et c'est tant mieux. Ça oblige à nous, managers et autres dirigeants, à se remettre beaucoup en question pour emmener nos équipes le plus loin possible. Je te rejoins pleinement sur la notion de sens et la question qui me vient, c'est comment toi tu expliques que autant le sens et l'humain est important, surtout dans l'hôtellerie, entre autres, qui sont des métiers de service et de relations humaines. Comment ça se fait qu'il y a très peu d'hôtels qui ont vraiment une raison d'être sur lequel l'ensemble des collaborateurs fédèrent? On a l'impression qu'il y a souvent des missions, des visions, et que ça a été décidé par je veux dire, la société, la compagnie ou quoi que ce soit, mais c'est pas quelque chose qui descend en bas et qui est vécu au quotidien. Oui, je suis complètement d'accord avec ça. Ça commence à se mettre en place, mais il manque en effet de décisions collégiales. On est encore beaucoup trop dans l'hôtellerie sur des systèmes assez à l'ancienne, très pyramidaux, où la décision vient d'en haut et elle est presque imposée au bas sans qu'on pose de questions. Et du coup, c'est vrai qu'on a du mal, en effet, à fédérer, à avoir l'engagement des équipes en bas. Et du coup, il y a vraiment une distorsion entre un petit peu ces deux milieux, ces deux vitesses. Moi, je m'inspire énormément de l'environnement startup à ce sujet, qui est beaucoup plus horizontal, je trouve, où le CEO, comme il est parfois appelé, est complètement au milieu de ses équipes. Il prend des postes très opérationnels. Il n'y a pas une seule décision qui est faite sans qu'il y ait unanimité avec les équipes, ou en tout cas discussion et vote collégial. Et je pense que l'hôtellerie c'est un très vieux paquebot, donc le virage est en train de se faire, on est en train de changer de direction, mais ça se fait doucement. Donc les modèles qu'on avait il y a 50 ans, mais même encore 20 ans, aujourd'hui on se rend compte qu'ils ne fonctionnent pas. Les startups nous démontrent qu'on arrive à faire beaucoup mieux avec beaucoup moins finalement, et en étant finalement plus résilient, plus souple. Et notre modèle économique hôtelier et hôtelier de luxe, pour la partie qui me concerne, est en train de changer. Donc moi je suis extrêmement positif, curieux et pressé presque d'y être, en tout cas de faire partie de cette mouvance. C'est un vrai plaisir. Je trouve que c'est encore un petit peu lent, qu'on entend encore un peu des discours que je vais même appeler poussiéreux, et qu'il est temps de déblayer tout ça, mais heureusement il y a quand même beaucoup d'acteurs qui sont en train de le faire tout doucement. Ouais, j'aime bien l'expression poussiéreux, oui, c'est vrai, oui. Je crois que quand on regarde les métiers de l'hospitalité, l'industrie du plein air a eu cette capacité à pouvoir se remettre en question et à faire évoluer son offre. Et je trouve que les hôtels sont restés quand même très, très, comme tu dis, très poussiéreux, très traditionnels. On vend des chambres, de la restauration, du spa, comme tout le monde. Et je crois que là où on a vraiment besoin de faire évoluer la réflexion, et ça va pas venir d'en haut, ça va venir de chacun d'entre nous, à mon avis. C'est vraiment en travaillant en intelligence collective. Absolument. J'ai été directeur général, j'avais pas la réponse à tout, quoi. Et c'est les employés qui sont en contact direct avec les clients, qui comprennent peut-être encore mieux les besoins du client et comment leur offrir ces services. Complètement. C'est en effet eux qui détiennent la compréhension, même si parfois elle n'est pas exprimée très, très clairement. Et
Et c'est là où, en effet, il y a besoin je trouve que le terme intelligence collective, il est parfaitement adapté. C'est vraiment ça, c'est de créer des moments d'échange où tout le monde peut partager sur un pied d'égalité, sans jugement, et où, à partir de ces problématiques qu'on pose, on trouve tous ensemble une solution qui soit la plus convenable possible, en gardant en tête que ce qu'on cherche derrière, c'est une expérience client globale. Ça a tendance à être un peu oublié, l'expérience client, je dis bien globale. On trouve parfois une expérience au restaurant, une expérience dans l'hôtel, et ça manque un petit peu d'ensemble, de rondeur, de cohésion. Et là encore, c'est des problématiques peut-être de communication, d'entente entre les différents services. Et moi, ça m'amuse beaucoup quand j'arrive dans un établissement, que ce soit en tant que consultant, en tant que client, d'aller d'un service à l'autre et de voir les distorsions, les différences de niveau qu'il peut y avoir en fonction en fait du management qu'il y a dans chaque département. Et là aussi, il y a un travail beaucoup plus interne, mais ça a la responsabilité de chaque dirigeant, d'assurer une cohésion de tous ces départements et de voir son établissement, sa maison, presque sa start-up, comme une seule entreprise et pas des départements différents qui parfois vont les uns un peu contre les autres. Et j'en parle dans un article récent. Je trouve qu'une bonne solution que j'aime bien mettre en place, c'est typiquement de faire travailler les personnes dans les départements opposés, de faire un petit peu, tu sais, des cross-training où on les fait travailler quelques jours ou semaines, comprendre comment travaillent les autres à côté, et ça permet de faire aussi évoluer les mentalités, et à partir de là, créer une réunion tous ensemble, on se rend compte que les discours sont plus du tout les mêmes et que les prises de parti sont très différentes. Oui, et puis c'est passé vraiment d'un écosystème à un écosystème. Et là, où on est tous acteurs, et ça, c'est très sympa. Dis-moi, avec ton enthousiasme et ta créativité et tes envies, tu te vois où dans 10 ans? J'ai déjà du mal à m'imaginer dans 10 jours. On vit tellement au jour le jour en ce moment. Écoute, géographiquement, je ne sais pas. Dans un endroit avec une proximité à la nature où on puisse facilement se ressourcer, et surtout autour d'un projet qui m'anime au quotidien, qui me permette de me réveiller, me dire que ce que je fais a du sens, de me coucher le soir en me disant j'ai permis de faire avancer les choses, que ce soit dans un hôtel au milieu d'équipes, de fédérer, de partager des bons moments, que ce soit au sein de ma famille en créant des moments aussi familiaux importants dans nos métiers où on s'investit énormément. Parfois la famille est laissée de côté. Moi, j'espère que dans 10 ans, j'aurai beaucoup de temps à lui consacrer aussi, et de trouver un juste équilibre entre vie professionnelle avec beaucoup de sens au milieu de tout ça. Et comment imagines-tu le tourisme, l'industrie du tourisme évolue dans 20 ans? Imagine dans 20 ans, moi j'en aurais presque 80. Imagine qu'on est dans le Var, là, gentiment, en train de boire un verre, et on se dira, tiens, t'as vu comment il a évolué? Toi, tu l'imagines de quelle manière? Rendez-vous dans 20 ans pour un cocktail dans le Var. Je pense que dans la lignée de ce que je disais tout à l'heure, le tourisme, même le luxe, peut être que durable. On a des ressources qui, au cours des 50 dernières années, se sont épuisées à vue d'œil. Dans 20 ans, on sera dans une situation qui sera plus que critique. Donc le tourisme, pour qu'il continue, ne peut être que durable, en accord avec ses ressources et son environnement. Sinon, il va s'effondrer comme le reste de notre économie. Il sera, en tout cas je l'espère et je le crois, autour de l'expérience principalement, pas juste de la consommation de biens, mais vraiment de la consommation d'expérience de service, avec toujours cette notion d'émotion. Je parlais tout à l'heure de la génération Z qui arrive, donc c'est déjà des chiffres qui le démontrent, qui sont beaucoup à la recherche d'expériences humaines entre autres, et c'est eux qu'on retrouvera finalement dans 20 ans. C'est à eux qu'il faudra être capable de proposer une prestation à la fois de grande qualité, qui procure une émotion, mais aussi qui s'intègre dans son environnement local
et durables, ce qui ne feront pas du tout l'impasse sur ces sujets-là, comme a pu faire l'impasse nos générations précédentes qui étaient beaucoup moins sensibles à ces sujets. Alors, on va terminer l'interview avec la question habituelle. Qu'est-ce qui te donne la patate? La banane. Qu'est-ce qui me donne la banane? J'aime bien commencer ma journée par me réveiller avec plein de projets en tête, une journée bien chargée, des choses qui ont du sens pour moi. Je te disais tout à l'heure aussi, pouvoir apprécier des moments forts avec mes proches, c'est quelque chose que j'ai réalisé beaucoup pendant cette année de Covid-19, la proximité de proches qu'on a parfois un peu laissé de côté parce qu'on était très pris dans son travail. Pouvoir apprécier des moments avec eux, ça c'est quelque chose qui me met en joie. Et si là-dessus je peux rajouter une bonne séance de sport avec des copains, là j'ai pleinement la banane. Super. Écoute Maxime, moi je voulais te féliciter. T'es une très belle source d'inspiration. Ton énergie, toutes les actions que tu mets, et c'est des actions qui sont principalement positives et qui font du bien. Alors continue. Si un jour tu as besoin d'échanger ou quoi que ce soit parce que tu es dans un questionnement ou quoi que ce soit, écoute, n'hésite pas à me contacter. Merci beaucoup. Ce sera avec grand plaisir. Et j'espère vraiment que tu vas inspirer d'autres jeunes de ton âge, de ta génération, à être aussi enthousiaste et aussi actif dans le tourisme. Merci beaucoup à toi. Merci à toi François, merci pour ton temps. Voilà la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Si vous avez aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en le partageant sur vos réseaux, en vous abonnant pour suivre tous les épisodes à venir. Et si vous avez juste encore un petit peu de temps, donnez-lui 5 étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme préférée. Le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit, ensemble, guidé par le sens et l'expérience en lien avec nos territoires. Alors je vous dis à très bientôt.